choix d'une semelle de fondation. C'est une question pertinente, très pertinente, que beaucoup de gens, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup des architectes ignorent. Est-ce que pendant le dimensionnement d'un bâtiment, sur base de quel élément on peut décider de réaliser une semelle de fondation? Est-ce que le choix d'une semelle isolée suffit? Le choix d'une semelle filante suffit? Ou carrément le choix d'un radier général aussi suffit? Dans cette vidéo, nous allons travailler sur une niche très importante. Ça va vous aider, comme je le dis chaque fois, la chaîne a été conçue beaucoup plus pour aider notre communauté. Nous mettons à votre disposition nos connaissances, tout ce que nous maîtrisons, afin que vous puissiez également être à mesure de bien dimensionner vos éléments des structures, vos bâtiments, que ce soit en béton armé, métallique, en bois, mixte, et tout autre type de projet. Alors, nous allons travailler sur ces projets que vous voyez devant l'écran. La formation que nous allons faire tout à l'heure, nous allons répondre à une question ici. Pourquoi doit-on vérifier l'économie d'une semelle de fondation? La question est là. Donc, pourquoi doit-on vérifier l'économie d'une semelle de fondation? Alors, déjà ce qu'il faut comprendre au moins, un ingénieur est là beaucoup plus pour faire des analyses. Il ne suffit pas pour un ingénieur de dimensionner un bâtiment et puis d'aller réaliser, c'est tout. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. L'ingénieur est là aussi pour faire des analyses, pousser en fait sa réflexion loin, afin de viser déjà et au futur si le bâtiment n'aura pas de problème. Comme vous le savez très bien, un ingénieur, quand il dimensionne et puis il réalise un ouvrage, ce n'est pas question qu'aussitôt fait et puis vous vous acquittez directement de ces projets-là. Non, c'est-à-dire que généralement les projets sera toujours à votre disponibilité ou à votre disposition, peut-être après plusieurs années, 5 ans, 10 ans. Si par contre que le bâtiment n'a pas subi des déformations ou le bâtiment n'a pas subi des problèmes, et l'ingénieur directement s'acquitte. Donc, mais par contre, si il y a des problèmes dans cette période, l'ingénieur sera toujours coupable. Raison pour laquelle c'est vraiment important de maîtriser plein d'éléments avant de dimensionner un ouvrage de génie civil. Alors, déjà il faut comprendre que dans le choix d'une semelle de fondation, ça vaut pas la peine de porter un choix en un clin d'œil. C'est-à-dire que dans ce bâtiment, je dis par exemple que non, ce projet, je vais le réaliser avec une semelle isolée. Ou carrément, ce bâtiment, étant donné que je fais un bâtiment R+3, je crois qu'avec la semelle isolée, ça va aller. Bon, je fais la semelle isolée. Ou bien, je suis en train de réaliser un bâtiment R+5. Bon, j'ai dit que je vais réaliser cet ouvrage avec une semelle filante. Ou carrément, je fais un bâtiment R+10. C'est mieux pour moi de réaliser un radier général. Non. Un ingénieur, c'est un scientifique. C'est quelqu'un qui a énormément de connaissances. Il faut d'abord faire des analyses afin de trouver la semelle de fondation à réaliser. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi on doit nécessairement vérifier l'économie d'une semelle de fondation. Et puis, je crois que cette fois-ci, ça sera important pour vous. Et c'est comme ça que vous allez commencer à procéder. Sans plus tarder, let's go.
tous très chers collègues, salut très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Jinkunga Tutoriel, une chaîne de référence pour une solution fiable à tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Merci de votre fidélité, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, likez nos vidéos, partagez ainsi que commentez. Et laissez-nous vos préoccupations ainsi que questions. Au moment opportun, nous allons répondre à toutes vos questions, mais aussi de préoccupations. Comme je l'ai dit dans mon introduction, pourquoi doit-on vérifier l'économie d'une semelle des fondations? Déjà, ce qu'il faut comprendre en réalité, une fondation doit être nécessairement économique. Donc la semelle des fondations doit être nécessairement économique. Et il faut aussi savoir que les types de fondations, dans les types de fondations également, le matériau employé et la mise en œuvre doivent être le moins coûteux possible. C'est-à-dire que déjà les choix des types de fondations que vous optez, le matériau que vous avez utilisé et même aussi la main d'œuvre, ok, dans sa mise en œuvre doit être le moins coûteux possible. Ça, c'est des 1. C'est beaucoup plus avantageux. Puisque si par contre que vous n'êtes pas assez cher, ça sera d'abord avantageux pour vous. Vous allez gagner énormément de marché. Ça va rassurer aussi les MO de pouvoir vous donner à plusieurs fois des marchés à réaliser. Alors, ça, c'est des 1. Et il y a aussi un élément très important qu'il faut comprendre à ce qui concerne la fondation. Dans les calculs des semelles de fondation en béton armé, il faut comprendre au moins que, déjà nous le savons très bien, la fondation assure donc la stabilité, ok, de l'ouvrage. C'est-à-dire la pérennité de la construction. C'est pourquoi sa réalisation ne doit pas, en tout cas, être négligée. Donc, pendant la réalisation de la semelle, vous êtes obligé de respecter le principe des dimensionnements ou les principes déjà dorénavant de l'exécution. Pour ne pas vouloir de manière à ce que le projet puisse être coûteux. Et aussi, maintenant, ce qu'il faut d'abord comprendre. Cette formation sera beaucoup plus un peu pédagogique. Nous allons voir un peu des principes, quelques principes des dimensionnements. Et après, nous allons passer directement au vif du sujet. Alors, une autre question que j'aimerais quand même vous poser est de savoir quels sont les paramètres qui influencent le choix d'une fondation. Ce n'est pas évident pour un ingénieur, pour un scientifique. Un ingénieur, quelqu'un qui a passé pratiquement 6 ans à l'université, qui a bien assimilé donc les différents cours, et quelqu'un qui a maîtrisé les cours de calcul des structures, ce n'est pas évident de faire un choix de la fondation comme un amateur. Ce n'est pas évident. C'est-à-dire que pendant la réalisation d'un ouvrage, vous dites que bon, je vais le faire avec une semelle isolée. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas bien et ce n'est pas conseillé. Déjà, ce qu'il faut comprendre, quels sont les paramètres qui influencent les choix, par exemple, d'une fondation. Quelques éléments à noter que les critères influents, les choix d'une fondation sont, par exemple, vous avez d'abord la qualité du sol, ok? Donc la qualité du sol peut faire de manière à ce que le choix de la fondation soit influencé. De deux, vous avez également les charges amenées par la construction, c'est-à-dire notamment la descente des charges. Si par exemple l'ouvrage que vous voulez construire ou réaliser est de grande importance, il y a une forte sollicitation, cela peut faire de manière à ce que les choix de la fondation aussi soient influencés. Et aussi vous avez les coûts d'exécution. Un autre point, vous avez les coûts d'exécution. Alors, comme vous le savez très bien, le radier général coûte énormément cher. Alors, ça sera vraiment une aberration si un ingénieur, quelqu'un qui maîtrise
bien les cours des calculs des structures pour un projet, un bâtiment R+5 ou bien un bâtiment R+4. Et aussi, les sols est normal, le sol n'est pas inondable. La contrainte du sol également n'est pas du tout faible. Mais l'ingénieur prend directement le choix de réaliser cet ouvrage avec un radier général. Ça sera une aberration puisque les coûts d'exécution sera le plus élevé possible. C'est-à-dire, rien que les 3 éléments que je viens d'énumérer, notamment la qualité du sol, les charges amenées par la construction et les coûts d'exécution, peut influencer déjà dans le choix d'une fondation. Et donc, la fondation doit justement résister elle-même aux charges et doit être calculée en conséquence. Ok? Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième principe, il faut également comprendre comment savoir si les fondations sont bonnes. Ça aussi, c'est une question très pertinente. C'est-à-dire que, une fois que je fais les choix d'une semelle isolée, alors comment maintenant je peux savoir que les choix de la semelle isolée que moi je fais, c'est un bon choix pour moi? À noter que les fondations soutiennent, nous le savons très bien, soutiennent donc les poids de la maison. Lorsque ça fesse, le plancher bouge et peuvent s'incliner facilement. Et donc, il est à noter qu'il faut vérifier à l'aide d'un niveau, comme nous le faisons bien sûr, ou bien même d'une petite balle, ok, les niveaux de vos planchers, afin de se rassurer que la modification n'est pas du tout à craindre. Ça aussi, c'est un élément. Donc, il y a tant d'autres aspects ou tant d'autres principes qu'on peut illustrer. Alors, pour éviter de manière à ce que la vidéo soit tellement longue, j'aimerais que nous puissions passer directement dans le vif du sujet. Regardez. Le bâtiment que vous voyez ici dans ce projet, j'ai opté à réaliser ces bâtiments avec la semelle filante. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est la semelle filante. Ok? Si je viens par exemple ici au niveau de poutre sol élastique, c'est là où vous allez voir comment est-ce que j'étais en train de dimensionner en fait la semelle filante, la semelle la plus sollicitée. De l'autre côté ici, vous avez bien sûr les chargements et tout ce qui va avec. Ok? Au niveau des chargements, vous le savez très bien, c'est juste question de tenir compte de la stratification du sol, c'est-à-dire les différentes couches du sol en place, et aussi maîtriser, c'est-à-dire quelques notions en ce qui concerne le type géotechnique. Est-ce qu'il y a présence de l'eau? Si oui, il faut définir. Si par exemple la nappe phréatique se trouve à une profondeur, à une faible profondeur, déjà peut-être à 1 mètre ou 50 cm, c'est à vous de définir. Et aussi, il faut tenir compte de la géotechnique. L'option géotechnique, donc la contrainte sera calculée par la méthode de laboratoire, ou bien vous avez déjà une contrainte qui a été calculée au niveau de laboratoire que vous allez tout simplement insérer. Et là, c'est justement le diagramme de la semelle filante. Et vous avez les poutres sol de la semelle. Et de l'autre côté, justement, la note de calcul. Donc, c'est ça, en fait, la semelle que moi, j'ai dimensionnée. Vous voyez? Donc, c'est ça la semelle que j'ai dimensionnée. La semelle isolée la plus sollicitée. Ok. Alors, je vais maintenant vous expliquer comment est-ce que j'avais fait ces choix. Pourquoi c'est beaucoup plus important de vérifier l'économie d'une semelle de fondation. Déjà, ce qu'il faut savoir au moins, dès que vous modélisez un projet, vous chargez les projets, vous combinez les projets, et vous vérifiez maintenant les éléments de réduction. Nous le savons très bien pour les dimensionnements d'une semelle, c'est important de vérifier d'abord l'effort normal. Alors là où vous allez trouver l'effort normal max, ça va vous pousser directement à dimensionner l'ouvrage. La première des choses, c'est quoi? J'avais d'abord dimensionné la semelle isolée, puisque je ne peux pas dire que, étant donné que ce bâtiment, c'est un bâtiment à plusieurs niveaux, je ne peux pas dire que non, je fais directement le choix
de réaliser un radius général? Non. Puisque je peux me dire ça, alors allez-y comprendre que si les MO n'a pas assez d'argent, ça c'est de 1. De 2, si la contrainte admissible du sol n'est pas du tout faible, ça c'est de 2. Et également si par contre je ne suis pas dans un sol inondable, ça c'est de 3. Mais moi je prends directement, je porte d'abord directement le choix d'un radius général, c'est pour dire que déjà je ne serai pas économique. Je ne serai pas économique, je vais gaspiller peut-être d'autres matériaux. Puisqu'il y a déjà des projets, moi j'ai réalisé des projets, j'ai calculé des projets, et peut-être un bâtiment R plus 7, un bâtiment R plus 6, un bâtiment R plus 8, dont sous d'autres cieux, on avait pris l'option de réaliser cet ouvrage avec un radius général. Mais après dimensionnement, moi je me suis dit que non, avec un radius général, c'est-à-dire que l'ingénieur ne sera pas économique. Déjà, la contrainte admissible du sol n'est pas du tout assez faible. Alors pourquoi pas de réaliser soit une semelle filante, mais la deuxième possibilité maintenant est que au moment où nous allons réaliser la semelle filante ou bien une semelle isolée, on peut facilement renforcer la capacité portante du sol, c'est-à-dire par plusieurs méthodes. Il y a la méthode de remaniement du sol, il y en a tellement assez qui fera de manière à ce que la capacité portante du sol soit vraiment assez renforcée. Et vous posez directement vos semelles et vous réalisez, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Vous dimensionnez également correctement votre longueur et puis il n'y aura pas de problème. Ok? Donc ce que moi je fais ici, c'était quoi? D'abord j'ai dimensionné d'abord la semelle isolée. Dès que je finis de dimensionner la semelle isolée, j'avais trouvé une semelle à peu près presque carrée, dont la section allait presque à 2 mètres carrés. À 2 mètres carrés. Et d'autres sections, j'avais trouvé, c'était de 1,50 m carré. 1,50 m carré. Et d'ailleurs, je me rappelle bien, quelque part ici au milieu, j'avais trouvé une section, je crois, c'était presque de 2,20 m carré. Alors déjà, rien que à travers la section de 2,20 m carré, quand je vérifiais maintenant le bâtiment, ok, en faisant justement, en cliquant sur la vie en plan, quand je vérifiais déjà le panneau que j'ai ici, je fais en fait deux types de vérifications. La première vérification que je fais, c'était de voir s'il n'y a pas chevauchement. Alors, étant donné que mes panneaux ne sont pas vraiment trop écartés, après vérification, j'avais compris qu'il y avait chevauchement. Déjà, c'était donc impossible pour moi de réaliser des semelles avec une section de 2 mètres carrés ou 2,20 m, puisqu'il y a chevauchement presque partout. Déjà, c'est le premier point qui me pousse à dire que la semelle isolée n'était pas économique. La deuxième des choses, c'est quoi? Les principes, comme vous le savez très bien, c'est-à-dire, je vérifiais maintenant la surface d'une semelle isolée. Étant donné que j'avais une semelle presque de 2,20 m carrés, je vérifiais d'abord sa surface. Ok? Et après maintenant, dès que j'ai trouvé la surface d'une semelle isolée, je multipliais maintenant cette surface-là par le nombre des semelles que j'ai ici. Vous multipliez par le nombre des semelles. J'ai trouvé directement la surface totale de mes semelles isolées. Je mets ça à côté. Et la deuxième des choses, je fais quoi maintenant? Je vérifie la surface des bâtiments, de l'ouvrage. Ok? Je vérifie maintenant la surface de l'ouvrage ici. J'ai mis ça également à côté. Alors, le principe est que pour qu'une semelle soit économique, pour qu'une semelle isolée soit économique, même une semelle filante, alors, c'est-à-dire la surface totale de la semelle isolée ne peut pas dépasser les 50% de la surface du bâtiment. Ok? Je prends un exemple. C'est-à-dire que supposons que pendant la vérification, j'ai trouvé la surface d'une semelle isolée. Bon, je prends 2 mètres. Voilà, je prends 2 mètres, ça sera donc 2 fois 2. Voilà, ça me fait 4 mètres carrés. Voilà, ça fait ça 4 mètres carrés. Ok? Donc 2 mètres, ça fait 4 mètres carrés. Je multiplie ça par le nombre de semelles que moi j'ai ici. Ici,
je prends un exemple, par exemple, j'ai au total, je vais prendre combien? Je prends combien ici? 5, ça fait 10. Voilà, 15, 20, bon, j'ai 25 semelles. Semelles à réaliser. C'est-à-dire que je suis obligé de multiplier maintenant les 4 ici, multiplié par 20. Voilà, dès que je prends par 20, ça me donne 80, ça me donne 80 mètres carrés. Ça, c'est la surface totale de mes semelles isolées. Alors, le bâtiment ici, la surface du bâtiment ici, ça me donne, justement, je prends un exemple, la surface des bâtiments ici, ça me donne par exemple 100 mètres carrés. Ok? Ça me donne 100 mètres carrés. La surface totale des bâtiments. Alors, tandis que déjà, le principe nous dit que la surface totale des semelles isolées ne peut pas dépasser le 50% de la surface des bâtiments. C'est-à-dire, pour avoir maintenant le 50% de la surface du bâtiment ici, je suis obligé de diviser les 100 mètres carrés ici par 2 pour avoir les 50%. Donc, je vais diviser ça par 2. Ça me donne donc 50 mètres carrés. Ok? Alors, tandis que déjà, la surface totale des semelles isolées que moi j'avais trouvé ici, c'était donc des 80 mètres carrés. Donc, déjà ici, j'ai conclu pour dire que la surface totale des semelles isolées est supérieure par rapport aux 50% des surfaces des bâtiments, qui est donc de 50 mètres carrés. Et donc, étant donné que déjà, pour la semelle filante, il y avait chevauchement, et de 2, sa surface dépasse les 50% tel qu'est énuméré ici, j'ai conclu pour dire que la semelle isolée n'est pas économique. Et donc, je prends maintenant le deuxième choix sera porté pour la semelle filante. Et quand je modélisais, j'ai prédimensionné d'abord la semelle filante. Je crois que j'avais trouvé une section de 50 fois 1m20, je crois 1m20 comme ça. Voilà. Quand je dimensionnais maintenant la semelle filante, après vérification, c'est là où premièrement j'avais vu qu'il n'y avait pas chevauchement. Et de 2, j'avais trouvé que, et donc, il y avait l'économie. C'est pour dire que le choix de la semelle filante, c'est ce qui m'a poussé à conclure que pour ce projet, je peux réaliser cet ouvrage avec une semelle filante qui est bien sûr économique. Donc voilà comment est-ce que j'ai été à mesure de faire les choix et puis de conclure que ce projet sera donc réalisé par ce type de semelle. Je crois que vous avez très bien compris ce que je viens de dire. Donc il est à noter que c'est vraiment important, c'est très 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 important de vérifier l'économie d'une semelle de fondation avant de faire les choix ou de confirmer le type de choix que vous avez obtenu. Donc voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette formation, cette petite vidéo. J'espère que vous avez très bien compris et ça vous a plu. Abonnez-vous massivement. Si vous avez des questions, des suggestions, écrivez-moi. Et puis, je vais intervenir. Passez une excellente journée. Au revoir.